Voilà mes chers amis, je vous relance de nouveau côté Facebook. Vous avez été interrompu. Reconnectez-vous, reconnectez-vous et que les choses reprennent force et vigueur. Reconnectez-vous, nous allons commencer. Nous avons été interrompus parce que les machines ennemies, eh bien, ont pu dominer la situation. Partager et protéger. Partagez et protégez cette émission. Votre serviteur va dresser pour vous une cathédrale de vérité autour de la question suivante. L'Afrique terrorisée par Al-Qaïda et par l'État islamique peut-elle tranquillement aller jouer à la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar? Voilà la question que je pose. Voilà la question sur laquelle j'expose. Alors protégez cette émission en partageant et en appuyant régulièrement sur le pouce levé sous chacune de ces vidéos. Car nos ennemis ne veulent pas que je déploie l'œuvre de la MAT sur cette question de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, 1er avril, ils vont tirer au sort les équipes de cette Coupe du Monde 2022. Donc nous posons la question. L'Afrique terrorisée peut-elle aller jouer tranquillement la Coupe du Monde de football 2022 dans un pays appelé le Qatar? Le philosophe jette cette question tonitruante, cette question intempestive dans la mare du débat public. Rien que cette question, toutes les colonnes de la domination sont troublées. Alors, protégez et partagez cette émission. Nous commençons dans moins d'1 minute maintenant, mes chers amis. Protégez et partagez. Encore 10 secondes. Et nous mettons le feu aux poutres. Africaines, Africains. Européennes, Européens, Américaines, Américains, Asiatiques, amis des îles, amis vivant sur tous les océans. Bienvenue à cette conversation du 1er avril 2022. Je pose une question. Les pays africains, aujourd'hui victimes du terrorisme d'Al-Qaïda et de l'État islamique, peuvent-ils aller allègrement jouer à la Coupe du Monde de football au Qatar? Coupe du Monde 2022, dont le tirage au sort des matchs aura lieu aujourd'hui. Voilà la question que je pose. Mais avant de commencer le traitement de cette question, je commence par dire une fois de plus un infini merci à chacune et à chacun d'entre tous ceux qui, à travers le monde, a bien voulu hier trouver un moment pour m'adresser un message de vœux de bon anniversaire. Il n'est pas facile d'être attentif aux détails des vies individuelles des millions et des milliers d'êtres humains que nous sommes sur la Terre. Donc, j'estime que je vous dois une infinie reconnaissance, car plusieurs d'entre ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire, sont ceux-là même à qui je n'ai jamais eu l'occasion d'en souhaiter un. Je voudrais ici m'adonner à un exercice rétrospectif et prospectif. Rétrospectivement et prospectivement, mes chers amis, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous bons anniversaires. J'invoque nos ancêtres angélisés et par-dessus tout le tout-puissant maître de vie, afin que les bénédictions, les prières, le soutien dont vous m'avez toujours assuré, vous soient rendus au centuple et voire infiniment plus. Je vous remercie.
dans toutes vos positions, dans toutes vos nations, vos nationalités, dans toutes vos catégories sociales, en tous vos grades et qualités, je vous remercie pour l'extraordinaire fête de l'amour que vous m'avez offert sur les réseaux sociaux depuis hier, et même certains ont continué aujourd'hui. C'est mon premier devoir, que le Tout-Puissant, Maître de vie, vous bénisse, vous couvre de grâces infinies en retour. M'étant acquitté de ce premier devoir de reconnaissance et de gratitude, je voudrais passer à l'examen des matières de la conversation que je vous propose. Maintenant, le Qatar organise la Coupe du Monde de football 2022. Les pays africains peuvent-ils tranquillement aller jouer à la Coupe du Monde 2022 dans ce pays qui s'appelle le Qatar? Je commencerai mon analyse d'abord en répondant à une objection farfelue, une objection légère qu'on entend souvent. Il ne faut pas mélanger le sport avec la politique. Je vais démontrer que tous ceux qui disent cela, soit sont des hypocrites, soit sont des ignorants. Je recommence. Le premier point, je vais commencer par décanter d'abord l'espace de notre conversation en répondant à un problème récurrent, à un argument spécieux, rhétorique, à une manipulation qu'on entend souvent, notamment de la part des partisans des dictatures, si ce n'est des responsables des dictatures. Quand ça les arrange, ils disent qu'il ne faut pas mélanger le sport. Quand ça les dérange, ils disent qu'il ne faut pas mélanger le sport avec la politique. Mais quand ça les arrange, bien sûr, ils font la politique avec le sport avec la politique. Les mêmes. Donc, je vais commencer par répondre à la question. Est-ce qu'on peut politiser la Coupe du Monde 2022 de football? Est-ce qu'une Coupe du Monde est un événement politique? Je vais démontrer que oui. Et de manière rationnelle. De telle façon que toute personne qui aura écouté cette conférence ne se laissera plus jamais dire que la politique n'a rien à voir avec le sport. Une fois que nous aurons donc légitimé sur le plan théorique le droit de mettre en relation le sport et la politique et le sport dans la politique dans le sport, nous allons nous intéresser au cas particulier du Qatar. Là, je vais procéder d'une manière très simple. Je vais vous donner la liste des accusations et des personnalités importantes de ce monde qui ont accusé le Qatar d'être l'un des principaux financiers du terrorisme et notamment de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Je vais citer les sources. Ce n'est pas moi qui les ai accusés en premier. Je constate que depuis longtemps on les accuse. Et mes sources seront imparables puisque je donnerai même la parole à l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Ces déclarations en 2017, vous allez les entendre ici. Puis je vais passer donc, ayant démontré que le Qatar est un État réputé financer le terrorisme, je vais donc me demander comment des Africains, les 5 pays africains qualifiés là, qui sont pratiquement tous frappés par le terrorisme, comment des Africains peuvent se lever, aller jouer une Coupe du Monde dans un pays réputé financer les terroristes qui ensanglantent l'Afrique, c'est-à-dire réputé financer Al-Qaïda. Nous allons nous interroger sur la psychologie humaine de l'Africain aujourd'hui. Nous allons nous demander quelle psychologie de l'Africain ces gens-là qui s'en vont jouer à la Coupe du Monde dans un pays dont le rôle n'a pas été clarifié, dont la responsabilité n'a pas été dégagée dans les affaires qui ensanglantent l'Afrique. On va se demander quel Africain nouveau il nous faut pour vivre dans le 21e et le 22e siècle. Ce sera la 3e et dernière partie de ma démonstration. N'ayez donc pas peur, puisque là, on va les faire parler eux-mêmes et nous allons simplement tirer les conséquences. N'ayez pas peur, parce que vous pourriez dire, hey, grand prof, le sujet là est dangereux. Non, comme c'est eux qui vont parler, puisque je vais citer leurs sources et les citer eux-mêmes, je vais simplement demander à l'Afrique des libertés de tirer des conséquences. Il faut qu'on arrête d'humilier l'intelligence des Africaines et des Africains. Et il faut que les Africaines et les Africains arrêtent de se faire humilier.
La vérité, c'est comme le nez dans la figure. C'est pas parce que tu bouges ta tête que ton nez n'est pas là. Il est là. Quand c'est vrai, c'est vrai. Et tu dois faire avec le fait que c'est vrai. Si tu es authentiquement humain. Donc, je mets les deux pieds dans le plat. Ce vendredi. Pendant que certains seront là en train de spéculer sur la composition des poules. Moi, je serai en train de regarder comment il est possible qu'un continent s'amuse à jouer avec ses bourreaux. Vous voyez, chacun son intérêt. Hein? Il y a les moutons de Panurge qui sont là. On dit, faites bé, ils disent bé. Faites bé, ils disent bé. Un jour comme ça que j'avais pris une classe, quelque part dans le monde, j'étais en train de leur expliquer l'importance de l'esprit critique. Que c'est important, même si c'est ton prof qui te dit quelque chose, ton papa qui te dit quelque chose, ta maman qui te dit quelque chose, ton grand-père, ton imam, ton rabbin, ton entraîneur, ton patron. Prends quand même le temps de réfléchir à ce que la personne t'a dit. Analyse le pour et le contre. Et quand toi-même tu auras vu qu'il y a vraiment beaucoup de raisons pour être pour, à ce moment-là, tu peux le faire en sachant que tu le fais en âme et conscience et que ce que tu fais est sincère et juste. Après leur avoir expliqué cela à mes jeunes élèves, je leur dis, bon, on va faire une petite expérience dans laquelle vous allez découvrir les merveilles de la vérité. Je leur dis, vous êtes d'accord? Ils disent, oui, monsieur. Je dis, bon, vous voyez mon doigt là? Regardez bien mon doigt que je vous montre. Quand je vais avancer le doigt comme ça vers vous, vous reculez vos têtes derrière. Si je recule le doigt vers moi, vous avancez vos têtes devant. Si je fais comme ça, le doigt à gauche, vous penchez vos têtes à gauche. Si je fais comme ça, le doigt à droite, vous penchez vos têtes à droite. À un moment donné, en fait, vous allez avoir des flashs de lumière. Vous allez vous retrouver dans un état paradisiaque. Si vous faites ce que je vous demande. Donc, voici des gens à qui je viens d'expliquer que quand on leur demande de faire quelque chose, il faut qu'ils réfléchissent. À la limite, il faut qu'ils demandent pourquoi on leur demande de le faire. Et qu'est-ce qui prouve que ce qu'on leur demande de faire là, ça va aboutir au résultat qu'on leur annonce? Qu'est-ce qui prouve? Je viens de leur expliquer ça pendant 15 minutes. Hein. Et voilà, je leur dis, ça y est, vous êtes prêts? Oh, c'est parti pour l'expérience? Oui, monsieur. Bon, je fais le doigt comme ça, ils mettent leur tête derrière. Je mets le doigt à gauche, ils mettent leur tête à gauche. Je mets le doigt à droite, ils mettent leur tête à droite. Je mets le doigt devant, ils mettent leur tête devant. On fait ça pendant pratiquement 5 minutes. Jusque-là, ils ne voient aucun flash de lumière. Hein. Ça ne flash pas, ils ne voient rien. Aucun d'entre eux n'entre dans un état de transe spécial. Et puis moi, je continue. 7 minutes durant. La classe a fait... Elle a fait l'expérience. Bon, comme au bout de 7 minutes quand même, rien n'arrivait. Et puis que certains d'entre eux me regardaient un peu goguenard, en disant que mais le type si, il nous a dit qu'à un moment donné, on va avoir des flashs de lumière, tout ça là n'est pas en train d'arriver. Donc à la 7e minute exacte, j'arrête. Et je leur dis, bon, alors c'est parfait. L'expérience est parfaite, non? Ils me disent, non monsieur, mais rien n'est arrivé, ce que vous avez dit là n'est pas arrivé. Je dis, mais par contre, j'ai fait une très grande découverte. Moi, personnellement, j'ai fait une très grande découverte. Ils disent, quelle découverte encore, monsieur? Vous avez dit qu'on allait avoir des flashs de lumière, etc., etc. On ne les a pas eu. Quelle découverte encore? je leur montre mon doigt là. Je dis, j'ai découvert la télécommande à tête de con. Vous voyez ça? C'est une télécommande à tête de con. Je vous fais un cours dans lequel je vous explique que quand on vous dit quelque chose, vous devez procéder à l'analyse du pour et du contre. Quand on vous demande de faire quelque chose, vous devez procéder à l'analyse du pour et du contre avant de décider si vous devez le faire ou pas. Je finis de vous expliquer le principe de la pensée critique, l'examen dialectique, et puis je vous fais faire un exercice de dogmatisme dans lequel vous vous comportez contrairement au principe que je vous ai enseigné. Ce qui veut dire que vous n'avez pas compris le cours. Parce qu'en fait, quand moi je vous ai dit, avec mon doigt, quand je vais faire comme ça, ça va derrière. Quand je fais comme ça, ça va devant. Quand je fais comme ça, ça va à gauche. Quand je fais comme ça, ça va à droite. Quand je vous ai dit ça et que j'ai dit que ça allait provoquer des flashs lumineux dans vos crânes.
Il aurait fallu que quelqu'un parmi vous, et même que vous tous, vous me disiez, monsieur, permettez-nous de contester le sérieux de votre hypothèse. Il ne nous semble pas que le simple fait de faire la tête comme ça, de faire la tête comme ça, de faire la tête comme ça, et de faire la tête comme ça, produise des flashs lumineux, qui plus est un état paradisiaque, presque nirvanique. Personne d'entre vous, vous êtes 22 individus dans cette salle, personne d'entre vous n'a osé contester ma prétention à vous conduire vers l'extase lumineuse simplement en bougeant votre tête d'un côté, de l'autre, de devant et de derrière. Ce qui veut dire que vous n'avez pas compris le principe de la pensée critique. Je vous raconte cette anecdote parce que ça s'applique exactement à la situation de l'Afrique aujourd'hui. On prend des vérités, on les met à la disposition des Africains. On pose ça devant eux comme ça, on dit voilà ça. Voici qui vous attaque. Les Africains disent Chilike, comme on dit en baoulé. Maintenant, j'ai compris. Majo, j'ai compris. Alama, ouais. Alama, ouais, Johnny. Ils disent, non, on a bien compris même. Ikamawa. Ikamawa. Akame. D'accord. Après, vous placez donc les Africains dans une situation où ils doivent démontrer qu'ils ont compris. Ils ont déjà oublié ce qu'ils avaient compris. Alors, c'est pas facile pour nous. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui avec le cas du Qatar. On prend les vérités sur le Qatar, on donne aux Africains. Après, on voit encore les Africains qui cherchent à faire ami-ami avec des gens dont on leur a donné la vérité. Le jeu, le double jeu. Sans que ces gens n'aient quitté dans ça, les Africains cherchent l'amitié de ces gens. Ça fait pitié pour le continent. J'ai mal à l'Afrique. Parce que dans d'autres parties du monde, regardez par exemple les Russes, regardez même les Occidentaux. Quand tu les as roulés dans la farine une fois, tu ne refais pas deux fois. Ils prennent des dispositions pour que tu ne les roules pas deux fois dans la farine. Et ils prennent des dispositions collectives. Dans une discipline collective, pas possible. Regardez la discipline des Russes face aux Occidentaux. Regardez la discipline des Occidentaux face aux Russes. Regardez comment les Chinois se battent de manière disciplinée face aux Américains. Regardez comment l'Afrique est indisciplinée dans son combat pour sa propre émancipation. Regardez comment l'Afrique se fait tenir comme une classe à télécommande à tête de con. Oui, ils sont contents d'aller au Qatar. Ils sont très heureux d'aller au Qatar. Ils sont très heureux. Pourtant, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont heureux. Car ceux qui sont heureux, ce sont les imbéciles heureux. Oui, il y a beaucoup de gens heureux, mais parce qu'ils sont bêtes. Et comme le disait John Stuart Mill, il vaut mieux être Socrate insatisfait que d'être un porc satisfait. Les Africains qui courent après la Coupe du Monde. Ouais, la victoire au football. On dort bien quand on a gagné. Ils se comportent comme le porc satisfait, le cochon satisfait de la citation de John Stuart Mill. Bon, mes chers amis, voilà le programme de cette conférence que je vous confie. Donc on va commencer avec la première partie, parce que ça c'était une introduction, une mise en bouche. Première partie. Est-ce que le sport et la politique sont liés? La thèse que défend votre serviteur est très claire. Le sport et la politique sont liés. On commence à noter les arguments. Je vais vous donner au moins 5. Comme ça, vous pouvez aller avec ça dans n'importe quel débat. Premier point. Le sport et la politique sont liés parce que la politique se définit comme étant la gestion de la totalité des affaires humaines. Je recommence la définition de la politique. Ce mot-là, qui vient du grec polis, tikon, l'art de gouverner la cité, dans sa définition la plus large, c'est l'art de gérer la totalité des affaires humaines. Vous avez bien entendu la notion de totalité, n'est-ce pas? Totalité. Est-ce que le sport est une affaire humaine? On est ensemble, hein? Je ne vais pas faire un pas sans le peuple.
est-ce que le sport est une affaire humaine? Est-ce que c'est une activité humaine? Si la réponse est oui, il s'ensuit que la politique, entre autres, s'occupe d'organiser le sport. Vous voulez encore des preuves? Est-ce que vous connaissez un seul gouvernement de ce monde qui n'est pas un ministère des sports? Est-ce que vous connaissez un seul gouvernement sur toute la planète là qui n'est pas un ministère chargé des sports? Même le Vatican a un département des sports. Même le Vatican, qui a une théocratie, a un département des sports. Donc, vous devez d'abord noter donc, le premier argument, c'est que le sport étant une activité humaine, dans tout pays de ce monde, il existe une politique du sport. Voilà pourquoi il existe des ministères du sport. C'est-à-dire que le sport se gouverne. Dès lors que quelque chose se gouverne, c'est politique. Ça, c'est le premier argument. Personne ne peut démontrer le contraire. Deuxième élément. Deuxième argument, la politique est en rapport avec le sport. Pourquoi? Le sport est un champ d'activités économiques qui brasse des sommes énormes. Or, l'économie fait partie des activités encadrées par la politique. Par exemple, les contrats sportifs sont encadrés par le droit. Et le droit est mis en place par les mécanismes du pouvoir politique. Le vote des citoyens, le vote des députés, des sénateurs, les décrets des gouvernements, c'est tout cela qui organise le sport. Et par conséquent, qui régit les activités économiques liées au sport. C'est un domaine de taxation, c'est un domaine d'investissement économique, c'est un domaine de spéculation financière. Le sport brasse des richesses inouïes. C'est un domaine, par exemple, de commerce, de publicité, de promotion des entreprises. Le sport est un domaine économique tellement important que tout gouvernement qui s'en détourne, non seulement va en réalité favoriser le triomphe de la mafia, de l'économie informelle dans son espace, mais en plus, il va perdre énormément des sources de rentrée de devises. Comme le sport est un grand enjeu économique, le sport est une affaire éminemment politique. Deuxième argument. Troisième argument. Pourquoi le sport, là? Il y a la politique dedans. Vous vous rendrez très clairement compte que toutes les théories sur l'invention du sport et notamment des compétitions sportives internationales disent que le sport a été créé pour favoriser le rapprochement pacifique des peuples. Je recommence. Le motif même pour lequel. Allez lire tous les textes, par exemple, sur l'esprit de la Coupe du monde de football. Allez lire les textes sur l'esprit des championnats olympiques. L'esprit des Jeux olympiques. Allez lire les textes du baron Joseph de Coubertin. L'un des penseurs fondateurs du système des Jeux olympiques. Vous vous rendrez compte que la finalité des grandes manifestations sportives internationales, la finalité morale, vertueuse de ces grandes manifestations sportives, est une finalité politique. Il s'agit de créer un espace dans lequel les peuples se rencontrent dans le cadre d'une rivalité harmonieuse, une rivalité arbitrée, justement par des règlements, qui favorisent non seulement la découverte mutuelle des peuples, les échanges, les contacts, mais aussi l'émulation non violente entre les peuples. Le sport est conçu comme un facteur politique de rapprochement des peuples, un facteur politique d'ouverture à la diversité du monde, un facteur politique de concurrence loyale, de compétition respectueuse du droit entre les peuples et entre les individus. L'esprit du sport, c'est d'être un facteur de promotion d'une paix mondiale, d'une cordialité mondiale. Et c'est très important de vous rendre compte que cette vocation politique du sport vient d'une analyse psychologique. C'est que les hommes étant des animaux animés par des pulsions, si on trouve des espaces comme ceux des sports, les différents arts martiaux, etc., pour que l'agressivité pulsionnelle de tous les êtres humains s'exprime, alors quelque part, on évite les guerres, on évite les conflits. C'est vrai que si les sports n'existaient pas, si les arts martiaux n'existaient pas, une bonne part de l'agressivité des êtres humains serait utilisée directement les uns contre les autres. Donc, il y a une finalité politique globale du sport,
c'est que le sport, en réalité, contribue à l'émulation, à la paix, contribue en quelque sorte à la cohabitation harmonieuse des nations. Voilà pourquoi le sport est éminemment politique. Enfin, je donne un dernier argument. Le sport est au cœur de la diplomatie de tous les pays du monde. Le sport est une activité qui est un enjeu diplomatique majeur. Vous remarquerez que tous les gouvernements au pouvoir s'efforcent plus ou moins bien d'obtenir que leurs équipes nationales gagnent des compétitions internationales parce que ces victoires contribuent au rayonnement de l'image du pays, de l'image de marque du pays, de l'équipe victorieuse, tout comme d'ailleurs ces victoires renforcent la crédibilité des gouvernants par rapport à leur peuple. Donc en fait, il y a un enjeu à la fois diplomatique et en même temps un enjeu de sécurité intérieure, politique dans le sport. Quand on gagne, on est un pays qui est mieux connu dans le concert des nations, qui a une bonne image dans le concert des nations. Il y a des coins du monde où quand j'arrive, moi, et que je dis que je suis originaire du Cameroun, que je suis né au Cameroun, le premier nom que les gens vont citer, c'est Roger Millard, c'est Samuel Eto'o. Ils vont citer un grand joueur, un grand sportif camerounais. C'est ça leur référence. Donc le sport est en réalité quelque chose qui promeut l'image de marque d'un pays. Et en politique intérieure, on sait que le sport joue un très grand rôle dans la légitimation des pouvoirs. Les dictateurs en particulier aiment gagner des coupes. Parce que quand ils gagnent des coupes, ils se donnent l'illusion, et ils donnent l'illusion à leur propre population d'être légitimes à travers ces victoires. Enfin, je vous ajoute un cinquième argument au passage. Vous aurez remarqué que les vedettes du sport sont fortement convoitées dans le milieu politique. Parce que la proximité de ces vedettes permet implicitement un transfert de popularité à l'avantage du leader politique dont elles se rapprochent. Voilà pourquoi dans les pays dictatoriaux en particulier, on veille à imposer à tous les grands sportifs de se soumettre au président en exercice, au président au pouvoir. D'ailleurs, celui-ci n'hésite pas, c'est le cas parfois de pays comme le Cameroun, à nommer des grands sportifs nationaux, ambassadeurs de ceci, ambassadeurs de cela. Tout cela fait partie de l'esthétique de la récupération politique du sport pour ajuster et légitimer les pouvoirs. Nous pouvons donc conclure, sur la base des 5 arguments que je vous ai donnés, que nul ne peut séparer le sport de la politique. Le sport n'est pas la politique, mais le sport est une activité qui est impliquée par la politique, impliquée dans la politique, organisée dans la politique et qui impacte la politique. Ce qui veut dire très clairement que quand vous vous levez, par exemple, et que vous allez jouer à une compétition dans un pays qui soutient des hommes en armes qui vous terrorisent, vous avez un petit problème psychologique. Vous avez un petit problème, un grave problème psychologique, un grave problème mental, un grave problème intellectuel, un grave problème spirituel. Parce que vous n'avez pas compris qu'à la base, le sport, eh bien, doit servir à ce que vous avez de plus noble. Alors, je viens de démontrer et d'ouvrir ce que j'appelle la légitimité de ce que je vais dire. Si le sport est organisé par la politique, si l'économie du sport est une affaire qui est convoitée et gérée largement par la politique, si la diplomatie mondiale exploite le sport, si le sport est un facteur d'ajustement et d'auto-légitimation de nombreux régimes, un facteur de rayonnement politique, alors faire des objections sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar concernant les Africains n'est pas incongru. Je suis dans le sujet. Je suis profondément dans le sujet. Parce que la Coupe du Monde 2022 représente pour le Qatar une opportunité importante. D'abord, c'est une source d'entrée de devises, opportunité économique. C'est une opportunité diplomatique. Le Qatar polie et lisse son image internationale à travers cette Coupe du Monde 2022. C'est une opportunité de renforcement des autorités du Qatar par rapport au peuple qatari. Car le fait qu'ils réussissent à organiser cet événement contribue à la légitimation du pouvoir en place. Bref, en fait, toutes les implications politiques du sport dont j'ai parlé dans cette première partie sont la motivation pour laquelle le Qatar a voulu organiser cet événement. Motivation politique, motivation économique, motivation symbolique, l'image du pays, le drapeau, l'hymne national, les emblèmes, motivation diplomatique, c'est évident pour le rayonnement extérieur du pays. Dans ces conditions, nous pouvons donc passer
avec votre permission, à la deuxième partie de cette conférence qui est légitime. Je vais maintenant vous donner des preuves. Et ce n'est qu'une toute petite partie des preuves disponibles. Que le monde entier, le monde politique entier, a depuis plusieurs années pointé le Qatar comme étant l'un des États qui soutiennent ouvertement le terrorisme. Notamment, l'un des États qui soutiennent l'organisation terroriste Al-Qaïda, qui, entre autres, ensanglante actuellement l'Afrique, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin, le Togo, la Mauritanie, le Sénégal, la Libye. Tous ces pays sont ensanglantés, le Nigeria, tous ces pays sont ensanglantés par Al-Qaïda. Et ça fait plusieurs décennies, plusieurs années que le monde entier pointe la responsabilité du Qatar. J'ai mis à votre disposition sur ma page les références. Je vais aller vous voir ça sur ma page Facebook tout de suite. J'ai mis les références sur ma page Facebook. De telle façon que toute personne qui aura fini de suivre cette conférence, s'il vous plaît, après, vous irez sur ma page Facebook, récupérer les références. Pour que quelqu'un ne vous dérange pas. Si quelqu'un parle, vous lui citez la référence. Je l'ai publié sur ma page Facebook. J'ai publié 4 à 5 références et même j'ai fait des captures d'écran de ces références pour que vous ne vous sentiez pas gêné. Vous n'avez pas besoin de le dire vous-même. Vous prenez seulement, vous leur donnez. Voici ce que tel a dit. Voici ce que tel a dit. Voici ce que tel a dit. D'abord, je vous cite les principales références. Après, je vais vous lire quelques articles sur ces références-là. Le journal Les Échos, en juin 2017, le journal français Les Échos, en juin 2017, a publié le 5 juin 2017 un article intitulé « Le Qatar, suspect numéro 1 de financement du terrorisme ». Le Qatar, suspect numéro 1 de financement du terrorisme. Il faut que je vous montre l'article ici. Je vais d'abord vous montrer les unes de chacun de ces articles pour que ça reste dans cette vidéo à la disposition de tout le monde. 1. Le Qatar, suspect numéro 1 de financement du terrorisme. Le Qatar, suspect numéro 1. Écrivez ça, pièce numéro 1. Article du site français leséchos.fr. Bon. Dans cet article, il est question de retour sur les différentes raisons qui expliquent pourquoi le Qatar est régulièrement accusé de soutenir le financement du terrorisme ou du moins de fermer les yeux. Ça, c'était le 5 juin 2017. Ça, c'est la première source citée. Je vous cite une deuxième source. Là, c'est le site blastinfo.fr. C'est un article du 9 juin 2021 intitulé « Qatar Connection ». Le courrier qui accable Doha dans le financement du terrorisme au Sahel. Le site s'intitule Blast-Info. C'est un site français d'information. Le voici. On a attrapé un courrier qui incrimine Doha. Doha, c'est la capitale du Qatar. Dans le financement du terrorisme au Sahel. Donc tous les pays sahéliens frappés par le terrorisme peuvent demander des comptes au Qatar. Deuxième pièce à conviction. Attention, hein. Il y a mieux que ça, hein. Je ne me suis pas amusé, je vous apporte du propre. Troisième pièce à conviction, c'est le site Atalayar. Et dans ce site-là, il y a un article qui dit que le Qatar est accusé de financer la maison mère Al-Qaïda en Syrie. Et qui accuse le Qatar? C'est le journal britannique The Times. Le journal britannique. C'est pas le journal Nyamsik. Oui, job, mais ben nous. Non, binami, hein. Le journal britannique The Times. Voilà la source. Voilà la source. Le journal britannique The Times. Ça a été publié courant 2021. Maintenant, je vais à la pièce à conviction suivante. Ça vient du site
arabnews.fr. Des millions de dollars du Qatar aux terroristes d'Al-Qaïda en Syrie. Arabe.fr. Je continue. Je vais maintenant sur le site du Sénat français. Le Sénat. Attention, là on monte là. Là c'est le Sénat français. Participation de banques du Qatar au financement du terrorisme. Ça a été examiné. Ça a été examiné lors de la 15e législature. C'était le 22 août. Ça a été publié dans le journal officiel du Sénat le 22 août 2019. À la page 4270. Le Sénat français. Le Parlement français. Et je vais vous lire ce qu'ils ont dit. Voilà encore la pièce. Il faut que ça apparaisse dans cette vidéo. Pour que personne ne dise que c'est moi qui ai dit. Ce n'est pas Niamsik. Mon seul défaut, c'est que je sais chercher l'information. C'est ça mon crime. Hein? Je cherche l'information exacte et je la donne aux Africains. Si ça là c'est mauvais, qu'on vienne me le dire. Là, c'est le Sénat français, qui accuse le Qatar de financement du terrorisme. Ok. J'ai pas fini, hein? J'ai une autre pièce à conviction. Celle-là va vous dépasser. Dans l'Express.fr, l'Express, journal français, du 31 août 2017, il y a un article signé par Geoffrey Bonnefoy. Geoffrey Bonnefoy, intitulé « Pour Macron, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé le terrorisme ». Je recommence. Pour Macron, Emmanuel Macron, qui était déjà à cette époque-là président de la République française, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé le terrorisme. Voilà l'article. Voilà la pièce à conviction. Voilà la pièce à conviction. Voilà la pièce à conviction. Ok, c'est bon. Maintenant, comme j'ai mis les liens en bas, je vais vous donner lecture de quelques-uns de ces liens. Pour que vous ayez le dossier en main. Et que personne d'entre vous ne dise « je ne sais pas ». Hein? Quand vous allez vous mettre devant vos écrans de télé, avec les pop-corn, la bière, en train de regarder les matchs, il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Africain. Bon, maintenant je m'en vais regarder le contenu de ces sources que j'ai citées. J'espère que la dernière source citée vous intéresse beaucoup. C'est quand même le président français, en exercice, qui l'a dit, et qui a été rapporté par la presse. L'un des hommes les mieux informés au monde, qui dispose d'un service de renseignement que moi je ne peux pas avoir. Aujourd'hui, c'est lui qui a dit ça. Donc qui va démentir tout ce monde? Alors, j'ai mis quelques liens. D'abord, j'ai l'article des Échos sous les yeux. Je les affiche là et puis je vous lis le contenu. Le Qatar, suspect numéro 1 de financement du terrorisme. Retour sur les différentes raisons qui expliquent pourquoi le Qatar est régulièrement accusé de soutenir le financement du terrorisme, ou du moins de fermer les yeux. Crise diplomatique au Moyen-Orient, 3 pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, ainsi que l'Égypte, ont accusé directement Doha de soutenir des groupes terroristes et de déstabiliser par la même occasion la région. Résultat, via de brefs communiqués diffusés par leurs agences de presse respectives, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn ont annoncé couper toutes les liaisons terrestres, aériennes, etc. Depuis la montée en puissance du Qatar sur les scènes régionales et internationales à la fin des années 90, ce riche émirat gazier, allié des États-Unis, a encouragé des courants islamistes qu'il a soutenus directement ou indirectement dans les pays du printemps arabe. Le Qatar est ainsi considéré comme l'un des principaux bailleurs de fonds des frères musulmans en Égypte et des groupes proches de cette confrérie dans les pays voisins, notamment en Syrie, en Libye et en Tunisie. Le pays a soutenu avec force l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, et qualifié de coup d'État son éviction par Abdel Fattah Sisi en 2013. Après 9 mois de crise diplomatique, il a accepté sous la pression des autres monarchies du Golfe de tempérer formellement les critiques contre Sisi, mais sans jamais les arrêter. Le Qatar accueille toujours des dirigeants de premier plan des frères musulmans, confréries classées terroristes en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis,
comme Youssef Al-Qaradawi, considéré comme l'un des chefs spirituels, l'ancien dirigeant du Hamas palestinien, Khaled Meshal, est également basé au Qatar, et les talibans afghans, ils disposent d'un bureau. Ça, c'était dit en juin 2017. Le Qatar est régulièrement soupçonné de laxisme dans la lutte contre le financement par les fonds privés d'organisations terroristes, des accusations qu'il réfute fermement. En 2010, une note diplomatique américaine, dévoilée par Wikileaks, qualifie le Qatar de pire dans la région, en ce qui concerne la coopération avec Washington pour tarir le financement des groupes extrémistes. Ce pays a une approche largement passive, et ses services de sécurité ont été hésitants à agir contre des terroristes connus, de peur d'apparaître trop proche des États-Unis, poursuit cette note datant de 2009. Après l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris en 2015, plusieurs responsables politiques français ont alors pointé du doigt la diplomatie de ce grand allié. L'idée selon laquelle le Qatar financerait ou soutiendrait d'une quelconque manière les terroristes et le terrorisme semble être devenu un présupposé communément admis au sein du débat sur l'extrémisme en Europe, regrette l'ambassadeur du Qatar à Paris, qui met en avant les lois anti-blanchiment adoptées dans le pays. Nouveau soupçon venu des États-Unis, un haut responsable du Trésor américain affirme que le Qatar, comme le Koweït, manque encore de volonté politique nécessaire et de capacité à appliquer les lois contre le financement des organisations terroristes. Ça, c'est le premier article dont je voulais vous faire apprécier le contenu. Je vous montre les autres. Je vous montre les autres contenus. Je m'en vais vous prendre l'article de Arab News. Arabnews.fr a un article intitulé « Des millions de dollars du Qatar aux terroristes d'Al-Qaïda en Syrie ». Lisons. L'article date de quand? L'article date du 5 juin 2021. Londres. Selon le quotidien britannique The Times, 9 Syriens ont déposé plainte auprès d'un tribunal britannique contre des personnalités et des institutions qataries qu'ils accusent d'avoir financé des combattants terroristes en Syrie. En effet, dans une plainte déposée cette semaine auprès de la Haute Cour de Londres, les Syriens revendiquent les dommages et intérêts pour les pertes financières, la torture, la détention arbitraire et les menaces d'exécution qui leur ont été infligées de la part du Front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Selon les dossiers déposés dans le cadre de cette affaire, certains politiciens, hommes d'affaires, organisations caritatives et fonctionnaires qataris influents se seraient servis de l'un des bureaux privés de l'émir et de 2 banques pour acheminer des centaines de millions de dollars vers le Front Al-Nosra. Selon le quotidien Times, ce n'est pas selon Franklin Nyamsi-Wa Cameroun. Non, Binamio, ce n'est pas moi, mais bien nous. C'est le Times. Les documents judiciaires qu'il a pu consulter révèlent que l'État du Qatar et le groupe des frères musulmans ont mis au point un plan destiné à soutenir activement et à faciliter les activités des extrémistes du Front Al-Nosra lors de la guerre en Syrie. La Qatar National Bank et la Doha Bank sont toutes les deux soupçonnées d'avoir facilité les transactions. Ça, ce sont les accusations qui sont relayées par la presse britannique. Maintenant, je vous lis la pièce à conviction du Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le débat qu'il y a eu au Sénat français? J'ouvre la pièce à conviction du Sénat. 15e législature. Question écrite numéro 12020 de Madame Nathalie Goulet, députée de l'Orne, publiée dans le journal officiel du Sénat du 22 août 2019, page 4270. Madame Nathalie Goulet attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur la situation inquiétante révélée notamment par le Wall Street Journal et The Times. En effet, des enquêtes et procédures en cours semblent impliquer certains établissements dont la Banque de Doha, ayant un siège à Londres, et la banque contrôlée par le Qatar Al Rayyan, à des financements en faveur des groupes comme Al-Nosra et des fondations inscrites sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Elle souhaite savoir si toutes les mesures ont été prises en France pour éviter ce type de transfert à travers des pays voisins au profit de la zone fragile de Syrie et d'Irak. Question transmise au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc, vous voyez, le Parlement français a parfaitement connaissance, eh bien, des accusations, des soupçons et même des preuves qui existent du financement du terrorisme par le Qatar. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je vais aller vous chercher la preuve suivante. La pièce suivante que j'ai sélectionnée pour vous, c'est ce qu'a dit M. Emmanuel Macron.
Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Je vais citer un article de l'Express.fr, article écrit par Monsieur Geoffrey Bonnefoy. B-O-2-N-E-F-O-Y. Geoffrey Bonnefoy. Article publié le 31 août 2017 à 12h24 exactement. Écoutez ce que dit M. Bonnefoy. Dans son interview au Point, publié ce jeudi, le chef de l'État met en cause l'Arabie Saoudite et le Qatar concernant le financement indirect du terrorisme. On continue. Alors que les dirigeants politiques français prennent soin de ménager les pétromonarchies du Golfe, notamment le Qatar, accusé par certains pays, dont les États-Unis, de financer le terrorisme, le chef de l'État met en cause l'Émirat. Idem pour son très fermé voisin, l'Arabie Saoudite, comme l'a souligné ce jeudi matin le chroniqueur de France Info, Jean-Michel Afati. Alors, je voudrais que vous écoutiez Jean-Michel Afati, rendant compte de ce que Emmanuel Macron a dit. Monsieur Afati, s'il vous plaît, venez ici rendre compte de ce qu'a dit Monsieur Macron. Pour que mes amis sachent la vérité et que la vérité les libère. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais ici vous chercher immédiatement les propos du président Macron commentés par le journaliste Jean-Michel Afati. Et c'est très intéressant d'écouter Afati. Monsieur Afati, venez là. Emmanuel Macron dit, aucune autorité politique ne l'avait jamais dit à mon avis, que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé le terrorisme. Alors ça, c'est pas rien, et on aimerait, Monsieur Macron, venez ici tiens un matin, que vous nous expliquiez davantage ce que vous vouliez dire. Je recommence, hein. Emmanuel Macron dit, aucune autorité politique ne l'avait jamais dit à mon avis, que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé le terrorisme. Alors ça, c'est pas rien, et on aimerait, Monsieur Macron, venez ici tiens un matin, que vous nous expliquiez davantage ce que vous vouliez dire. Moi, je me demande, les journalistes français, là, certains ne sont pas sérieux. Mais le monsieur dit que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé le terrorisme. C'est clair. Pourquoi vous voulez qu'il vienne encore expliquer? Est-ce qu'on peut expliquer ce qui est déjà clair? Quand c'est clair, on n'explique plus. Emmanuel Macron a affirmé que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent le terrorisme. Et Afati dit, il faut qu'il vienne nous expliquer ce qu'il a voulu dire. Est-ce que vous n'avez pas compris ce que Macron a dit? C'est vrai comme mon nez sur ma figure. Je vous ai donné 5 pièces à conviction qui établissent d'une manière incontestable que le Qatar finance le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a dit la vérité. Donc on peut aller à la dernière partie de cette conférence. Puisque vous connaissez la vérité. La vérité c'est quoi? Africaine, africain. Européenne, européen. Américaine, américain. Asiatique, ami des îles. La vérité c'est que le Qatar est un état financier du terrorisme. On a d'ailleurs vu ouvertement Al-Qaïda, qui a pris le pouvoir en Afghanistan récemment, avoir sa base arrière à ciel ouvert à Doha au Qatar. Là, ils ne s'en sont pas cachés. Or, pourtant, c'est Al-Qaïda dont la base arrière est au Qatar. C'est Al-Qaïda qui ensanglante le Mali actuellement. Boko Haram, c'est des détachements d'Al-Qaïda. Ce sont eux qui ensanglantent le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. Ils commencent à ensanglanter le Bénin. Ils ensanglantent le Togo. Le Qatar est leur principal financier, Al-Qaïda. Et le principal financier, je pourrais vous faire la même démonstration pour l'Arabie Saoudite. Il y a autant de preuves pour l'Arabie Saoudite concernant l'État islamique. L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Robin Cook, a dit « Ce sont nos alliés, les pays du Golfe, qui financent les grandes organisations terroristes. Nous avons tort de cautionner cela. » Dixit Robin Cook, ministre britannique aujourd'hui décédé des Affaires étrangères. Donc, qu'est-ce que vous voulez que moi j'ajoute? Je n'ai rien ajouté, je n'ai qu'à conclure.
À la place de M. Jean-Michel Afati, je n'ai pas besoin de reconvoquer le président Emmanuel Macron. Ce qu'il a dit est dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Emmanuel Macron? C'est clair. Comme le dirait un autre humoriste, Eddy Malou. C'est clair. Emmanuel Macron dit, aucune autorité politique ne l'avait jamais dit à mon avis, que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé le terrorisme. Alors ça, c'est pas rien, et on aimerait, Monsieur Macron, venez ici tiens un matin, que vous nous expliquiez davantage ce que vous vouliez dire. Non, moi je ne veux pas qu'il m'explique. Je veux qu'on m'explique pourquoi on continue à coopérer avec un État dont on sait qu'il est un financier du terrorisme. Voilà ce que M. Macron et tous les pays du monde qui coopèrent avec le Qatar doivent nous expliquer. Ils ne vont pas venir nous expliquer ce que nous savons désormais. Mais il faut qu'ils nous expliquent comment ça se fait que vous savez que Al-Qaïda, sa base arrière, c'est le Qatar, et puis matin, midi et soir, c'est là-bas que vous êtes. Donc, je conclus ma conférence, parce que moi, j'ai fait mon travail. Mettre les Africains face à la réalité. Quand nous, Africains, nous, pays africains, nous nous levons pour aller faire des affaires avec le Qatar, est-ce que nous avons commencé par clarifier le rôle du Qatar dans la déstabilisation de notre continent? Est-ce que vous trouvez que nous sommes dignes si nous nous permettons de faire des affaires avec un État qui n'a pas enlevé sa main de la manipulation des organisations terroristes? Les Africains qui font des affaires avec le Qatar, est-ce qu'ils aiment l'Afrique? Ils aiment plus l'argent que l'Afrique. Je recommence. Tu es africain, tu as cette information-là que je viens de donner. Et tu fais des affaires avec le Qatar, tu aimes plus l'argent que l'Afrique. Mieux, tu aimes plus l'argent que tu ne t'aimes toi-même. Parce que qu'est-ce que le Qatar a de plus que l'Afrique? Ce que le Qatar a de plus que l'Afrique, c'est l'argent frais du pétrole. Parce que le pétrole africain est pillé par les Occidentaux. Donc l'Afrique n'a pas de l'argent frais de son pétrole. Et le Qatar, lui, il a l'argent frais de son pétrole et de son gaz. C'est tout. Les Africains qui savent le rôle trouble du Qatar dans le financement du terrorisme et qui font des affaires avec le Qatar sont des Africains qui aiment beaucoup plus l'argent que l'Afrique et qui aiment beaucoup plus l'argent qu'eux-mêmes puisqu'ils sont africains. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les hommes politiques africains qui veulent passer des alliances politiques avec le Qatar, c'est sur quelle base? Tu es un homme politique nigérien, tu es un homme politique ivoirien, tu es un homme politique burkinabé, tu es un homme politique nigérien, camerounais. Tu passes des accords au nom du gouvernement avec le Qatar. Sur quelle base? Si vous ne commencez pas par dire au Qatar, retirez Al-Qaïda de notre continent, quel accord pouvez-vous passer avec quelqu'un qui finance des gens qui déstabilisent ton pays? Si ce n'est un accord pour qu'il quitte, pour qu'il retire ses hommes. Les dirigeants africains, les dirigeants politiques africains qui coopèrent avec le Qatar aiment donc davantage l'argent du Qatar que l'Afrique. Maintenant, je vais au sport, puisque c'était la Coupe du Monde 2022. On se lève, on s'en va jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais le nord du Cameroun est ensanglanté par Boko Haram, qui est une branche d'Al-Qaïda, dont la base arrière, c'est le Qatar. Le nord du Nigeria est ensanglanté par Boko Haram, dont la base arrière, c'est Al-Qaïda au Qatar. Le nord Mali est ensanglanté par Boko Haram, par Al-Qaïda, dont la base arrière est au Qatar. Le Burkina ensanglanté. Le Niger ensanglanté. Le Tchad ensanglanté. Sportifs africains, est-ce que vous vous sentez digne quand vous vous levez, vous dites, je vais aller jouer dans un pays dont on sait qu'il est un financier majeur du terrorisme qui ensanglante mon pays. Je vais aller jouer là-bas. Je vais faire leur affaire. Je vais faire rayonner leur image. Vous êtes sérieux? On peut poser par extension la question. À une époque où on voit comment les sanctions tombent sur des particuliers russes à cause du conflit russo-occidental. Tous les biens que le Qatar possède ici en France, comme le Paris Saint-Germain, vous trouvez normal qu'un pays dont vous reconnaissez qu'il est un pays terroriste détienne autant d'affaires dans un pays qui dit, lui, combattre le terrorisme? Oui! Mais à quoi servent les intellectuels? Et qui plus est les philosophes? Si ce n'est pas pour poser ces questions-là.
que je mets ce soir devant vous, devant toi, mon frère, ma soeur, en humanité, quelle que soit ta couleur. Peut-on prétendre combattre le terrorisme en coopérant avec des États réputés terroristes? Quels sont les principaux clients de la France en vente et en achat d'armes? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est l'Égypte. Ce sont les pays en question qui sont impliqués dans des affaires interlopes avec les nébuleuses terroristes. C'est à eux qu'on vend et avec eux qu'on fait les affaires les plus faramineuses. Et tout cela, chez les Africains, ne provoque pas un déclic suffisant. Pas de déclic au niveau des autorités politiques. Pas de déclic au niveau des entrepreneurs. Pas de déclic au niveau des sportifs. Pas de déclic au niveau des intellectuels. Pas de déclic même au niveau des religieux. Les religieux, de tous bords, qu'ils soient musulmans, chrétiens, traditionnalistes africains, ne devraient-ils pas se réunir pour demander aux pays du Golfe qui financent les deux principales organisations terroristes de se retirer d'Afrique? Est-ce que toutes les forces vives de l'Afrique ne peuvent pas et ne doivent pas parler un seul et même langage? Puisque c'est toute l'Afrique qui est attaquée. Pourquoi les gens n'aiment-ils pas la vérité? Comment peut-on redresser ce continent avec des gens qui détestent la vérité? Mes chers amis, il me fallait et il me suffisait aujourd'hui de vous mettre face à cette réalité. Il faut détester l'Afrique. Il faut mépriser les Africains pour, dans les conditions actuelles, aller cautionner l'événement politico-sportif du Qatar, la Coupe du Monde 2022. Il faut être profondément indigne de l'Afrique pour, politiquement, économiquement, sportivement, cautionner le Qatar. Avec les vérités qu'on sait. L'Arabie Saoudite, avec les vérités qu'on sait. Tout pays qui est une base arrière des organisations qui ensanglantent l'Afrique et que nous cautionnerions en tant que politique, en tant que sportif, en tant qu'intellectuel, en tant que leader religieux, eh bien c'est notre propre honte et notre propre malédiction que nous contracterions ainsi. Or, c'est ce qui est en train de se passer. L'Afrique politique, l'Afrique économique, l'Afrique artistique, l'Afrique intellectuelle, l'Afrique sportive sont en train de se prostituer devant les pays financiers du terrorisme. Ne nous étonnons pas si nos populations sont massacrées. Si nos populations sont massacrées, c'est parce que nous avons des élites indignes. Et parce que nos élites indignes ne sont pas combattues efficacement par nos populations elles-mêmes aveuglées. C'est le double aveuglement de l'Afrique qui explique le malheur actuel de l'Afrique. Aveuglement des peuples, aveuglement des élites. Et qu'est-ce qui les aveugle? L'intérêt immédiat, l'argent, la jouissance, les apparences, le paraître, le pouvoir à court terme, sans vision, ni pour leur propre famille, ni pour leur nation, ni pour le monde. Alors sortons du court-termisme, sortons du nombrilisme, sortons du narcissisme, sortons de la lâcheté africaine et soyons courageux. La vie des millions de Nigériens, de Camerounais, de Centrafricains, de Tchadiens, de Nigériens, de Maliens, de Burkinabés, de Ghanéens, de Sénégalais, d'Africains en général, elle vaut infiniment plus pour moi que la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar. Je préfère me priver de louer et de participer de près ou de loin à un événement sportif tenu par un pays qui verse impunément le sang de mon peuple. Je préfère me priver de cela que d'être complice. Car il y a une justice. Si ce n'est la justice des hommes, il y a la justice cosmique. Il y a la justice du maître de vie. Elle sera impitoyable
Elle sera imparable envers tous ceux d'entre nous qui auront trahi la dignité de leur propre personne et de leur peuple. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Mes chers amis, vous pouvez à présent continuer l'œuvre. Soit en complétant mon argumentation, soit en la critiquant pour apporter mieux. Mais surtout en diffusant la présente conversation. Pour que le plus grand nombre possible d'Africains en profitent. Malgré la répression systématique dont nous sommes l'objet, partager et protéger les pains spirituels de la liberté. Wanda Christo, on peut quand même finir en beauté. On peut toujours finir en beauté. Avec notre Wanda Christo medley. Parce que nous avons quand même dit là des choses que certains ne veulent pas dire. Et nous dédions ces moments de vérité au Tout-Puissant. Nous dédions ces moments de vérité au Tout-Puissant. Local service. Vous voulez toujours en faire. Undaboye, undabobayile, wenu ye Yehova. Undaboye, undabobayile, wenu ye Yehova. Undabobayile, wenu ye Yehova. Marcoul, tu as raison. Les partenariats doivent être mûrement analysés. Merci, merci à tous. Merci, merci à tous. Undabobayile, wenu ye Yehova. Undabobayile, wenu ye Yehova. Undabobayile, wenu ye Yehova. Undabobayile, wenu ye Yehova. Merci à tous. Excellent week-end. Merci encore.